Jean-Christophe Dumas, bonjour. Bonjour Pierre. Il y a plus de 2 ans maintenant, le 7 avril 2014, tu as mis en open source un procédé, une technologie, le résonateur. À l'époque, tu nous as exprimé tes intuitions, tes impressions, tu as souhaité partager cela pour que ce soit relayé par d'autres et qu'il y ait des recherches qui se mettent en œuvre autour de cet objet. Que s'est-il passé en quelques mots et succinctement depuis le 7 avril 2014 te Oh là, concernant? beaucoup de choses, énormément de choses. Bah déjà, il y a eu un gros buzz sur Internet, il y a eu pas mal de choses, les médias. Bon, le truc habituel quand ça suscite un intérêt, hein. Donc l'appareil suscitant un intérêt, bah, évidemment, automatiquement, on a eu un retour massif et très populaire. De là, il s'est passé quoi? Ben, il s'est passé qu'on a testé l'appareil, on a essayé de comprendre le principe physique et on a essayé de l'identifier. Donc ça, c'est pour la partie scientifique de l'histoire. Tu as eu aussi la partie médiatique, bon, celle-ci qui est connue, et tu as la partie économique qui est nettement moins connue, sur laquelle on a été très discret, à la demande des industriels. Et aujourd'hui, ça développe tout azimut en France, à l'étranger, et on est bien content. Voilà un résumé rapide de la situation. Alors, en quelques mots, pour la partie scientifique, que s'est-il passé en 2 ans? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il s'est passé qu'au début, on a mis ça en open source. On n'avait pas encore identifié complètement le phénomène. On ne le comprenait que partiellement. Moi, j'avais une suspicion de cavitation. Je ne pouvais pas l'exprimer parce que je n'avais pas de preuves. Aujourd'hui, j'en ai. Notamment, j'ai une preuve en sonochimie, service du professeur. Et merci d'ailleurs pour ta bande de spectrométrie de masse. Mis en évidence le fait que dans de terbutinol, on obtient de l'acétylène et d'autres substances chimiques. Il y a un agglomérat d'hydrogène qui est bien supérieur à ce qu'on voit d'habitude. Donc ça veut dire qu'on a transformé une substance chimique en une autre. Donc il y a eu une action déjà sonochimique qui a été identifiée, qui est aujourd'hui prouvée. On peut fournir les bandes de spectrométrie, on l'a d'ailleurs fait avec l'excellente interprétation de Jean-François Ricoy. Donc on a diffusé nos bandes de spectrométrie et on a mis en évidence ce phénomène en sonochimie. Donc pour l'aspect scientifique, il y a eu cette première validation. Il y en a eu une deuxième. Donc il y a un laboratoire israélien qui nous a contactés et qui nous a fait passer un test qu'ils ont fait. Donc ils nous ont donné les données brutes de leur test et les données brutes, bah, il s'avère que on a aujourd'hui un rendement de 117%, donc ça confirme le test de Nice. Eux, c'était un test thermodynamique. Donc le test israélien confirme le test de Nice et on a une confirmation en sonochimie. De là, maintenant, il y a 2 autres séries de tests qui sont en cours, qui seront rendus publics ultérieurement, quand on sera prêt. De toute façon, on ne se fait pas violence sur le temps, puisque de toute façon, on n'est pas rémunéré, on est nos propres maîtres. On n'a pas de contraintes qui viennent de l'extérieur aujourd'hui. S'il y a des contraintes qui viennent des industriels, elles sont uniquement sur mon expertise pour développer des applications. Elles ne sont pas pour... ces contraintes n'ont pas vocation à nous forcer, nous, à nous taire ou à... On ne les accepte plus, ces contraintes-là. Moi, je ne les accepte plus. Et je ne les accepterai plus dans le futur. On veut que ça soit public maintenant. Et le but de ça, c'est d'interpeller les autorités. Pourquoi est-ce qu'on n'ouvre pas une série d'études avec tout le pognon qu'ils ont claqué dans ITER, avec tout le pognon qu'ils ont claqué dans les EPR, pour 0 en résultat? Aujourd'hui, nous, ce qu'on demande, c'est que le CNRS prenne ça en charge et ouvre une étude. C'est une demande claire de ma part. S'ils ne le font pas, ça veut dire qu'il y a une intention malveillante derrière. Parce qu'on n'a pas le droit de passer à côté d'un truc pareil. C'est que mon opinion. Alors, il y a eu aussi des tests qui ont été menés en laboratoire, j'ai cru comprendre. Oui, bien sûr. Donc, il y a une entreprise, donc, qui a entamé une série de tests, dont un de ces tests donc, fait remonter à un rendement supérieur à 160%, à l'aide d'un générateur de fréquences. Donc, on a eu beaucoup de mal à trouver le générateur de fréquences. C'est moi qui les ai guidés sur ces types de tests,
parce que je l'avais déjà fait dans le passé. Donc je sais que quand je change la fréquence du courant électrique, j'augmente le rendement du résonateur. Donc aujourd'hui, j'invite tout le monde à en faire autant. Hein, comme ça, vous verrez bien par vous-même. Et dès qu'on utilise un générateur... Alors il faut... Bon, c'est sûr, il faut trouver l'appareil. Un générateur de fréquence. La fréquence où vous aurez 160% de rendement, c'est 1200 Hz. Comme ça, c'est très clair. Il faut un courant électrique d'au minimum 110 volts, sous 1200 Hz. Et en puissance, il faut environ 1 kW. Donc il faut que le générateur de fréquence puisse supporter un appel de courant de ce niveau. À partir de ce moment-là, vous avez en contrepartie 160% de rendement. Alors ces générateurs, il n'y a pas d'endroit spécifique où en acheter. Vous pouvez les louer, par exemple, Alstom en loue. Nous, je sais que celui qu'on a loué, c'était chez Alstom. Donc on l'a eu 3 jours, ça nous a coûté 300 €, 100 € la journée. Et grâce à ça, on a pu voir qu'en changeant la fréquence du courant électrique, en passant de 50 Hz à 1200 Hz, on augmentait le rendement dans des proportions exponentielles. Voilà. Et alors j'ai cru comprendre qu'en 2 ans, tu avais été approché, appréhendé par des scientifiques, des économistes, des universitaires non français. Oui. Le Canada, oui. La Suisse. Est-ce que tu peux dire quelques mots là-dessus? Oui, non seulement je vais dire quelques mots là-dessus, mais en plus je vais développer. Pourquoi est-ce qu'en France, il y a une omerta? D'abord, première question, et ça c'est une question que j'adresse ouvertement à mes principaux détracteurs, vous roulez pour qui? Je veux dire, pourquoi est-ce qu'il y a une omerta en France qu'on ne trouve pas à l'étranger? Pourquoi est-ce qu'un laboratoire israélien, il n'y a aucun problème, alors que dans les laboratoires français, c'est tout juste si on ne veut pas nous rédiger les devis? Et des exemples comme ça, j'en ai un notamment à refuser de nous faire un devis. Pourquoi? Qui empêche ça? Nous, on est simplement client, on veut tester un appareil comme on testerait une simple résistance si on en avait envie et si on avait les sous pour le faire. Donc on veut tester un appareil. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a des problèmes dans tout le milieu scientifique français? Et je rigole pas. Donc on fournira les preuves de toute façon dans le cadre d'un contentieux juridique. On ne va pas abattre les cartes maintenant. Quels sont les autres pays qui t'ont approché? Alors bon, j'ai une approche chinoise qui est en cours, j'ai une approche israélienne qui est en cours, j'ai une approche marocaine qui est en cours, j'ai une approche canadienne qui est en cours. Donc voilà en un premier temps. Et j'ai été contacté par des étudiants indiens, je ne sais pas si on dit indien ou hindou, indiens, ils veulent développer en fait de leur côté en Inde, ce qui me va parfaitement d'ailleurs, puisque c'est de l'open source de toute façon. Parfait. Au niveau scientifique, donc de ces expertises qui ont été menées par différents laboratoires indépendants, il semblerait que maintenant tu as une vision claire sur ce qu'est l'effet d'Uma scientifiquement. Oui, j'ai une vision claire. En quelques mots. Alors je vais vous l'expliquer parce que c'est le nœud de l'histoire. Il existe un phénomène très simple, très connu depuis 1910, découvert par un des ingénieurs de la reine Victoria qui se penchait sur les hélices des bateaux. À l'époque, les bateaux anglais avaient des hélices en bronze, et sur ces hélices en bronze, il y avait des cavités qui se formaient. Et donc, ils ont mis sur le coup un des meilleurs physiciens de la reine Victoria, qui s'appelait Lord Rayleigh, et il en a conclu un phénomène de cavitation. Donc la cavitation, qu'est-ce que c'est? Et ça va être le nœud de ma communication, en fait. La cavitation, c'est un phénomène d'implosion d'une bulle d'eau. Bon, les Anglo-Américains disent collapse. Hein, en fait, c'est une implosion d'une bulle d'eau, et en implosant, elle va libérer toute son énergie. Donc elle va libérer des gaz, oxygène, hydrogène, bien sûr, les gaz traditionnels de l'électrolyse, en plus des gaz rares, parce que la cavitation, au-delà de son implosion, le résultat de son implosion, je pèse mes mots, va être une onde de choc. Donc quand elle libère toute son énergie, elle va créer dans l'eau une onde de choc. C'est la vibration que vous constatez sur le résonateur. Donc il faut savoir qu'il y a un animal qui chasse de cette façon, qui s'appelle la crevette pistolet. Elle arrive à tuer des proies 4 fois à 5 fois plus grosses qu'elle, en envoyant une bulle à 4000 degrés. Avec une pince, une pince 2 fois plus grosse que l'autre. Et elle va faire un mouvement extrêmement rapide qui va créer une pression-dépression dans l'eau, et une bulle de cavitation va se former sur sa pince. J'invite tout le monde à aller voir ça dans Google, il y a de très belles vidéos. Et au moment où le prédateur va arriver sur la crevette, elle va envoyer, avec un mouvement très bref, elle va envoyer sa bulle, et la bulle va tuer instantanément la proie. De 2 façons.
premièrement, 4000 degrés vont être libérés. Donc quand je dis que la cavitation libère de l'énergie, c'est absolument vrai. C'est une réaction nucléaire, c'est absolument vrai aussi. Et c'est une réaction nucléaire à froid. Il faut savoir que j'invite tout le monde à aller constater dans Wikipédia que la cavitation est un des 5 moyens d'obtenir une fusion froide. Alors aujourd'hui, le phénomène, on l'a compris, on l'a analysé, on l'a isolé. On l'a compris comment ce phénomène? Donc la première étape pour le comprendre, c'était de se dire, est-ce qu'on a une bulle qui fait des dégâts à l'intérieur du résonateur? Donc de là, j'ai entamé une série de tests de destructibilité qui ont été faits. Donc il y a des photos de microscope électronique. Ces photos microscope électronique, elles montrent des nids de poules à l'intérieur du métal. C'est-à-dire que le métal est altéré, creusé en forme de nid de poule. Je diffuserai ces photos d'ailleurs sur Internet, je diffuserai tout de toute façon. Mais on attend en temps et heure. On n'est pas pressé, on n'a pas de patron, donc on fait quand on juge opportun de faire. Et l'expertise chimique qui a été Donc nous, on est allé les voir et on leur a dit gentiment, enfin moi, je n'y suis pas allé personnellement, hein, mais mes amis sont allés les voir et on dit, bah, testez ce petit truc, hein, ça vous changera des colloïdes de plutonium, puis c'est pour faire du chauffage urgent, ça peut être utile. Au lieu de les tuer, bah, on va essayer de les chauffer. Donc il a tout de suite apprécié parce qu'il devait en avoir un peu marre de faire ça. Et donc il nous a gentiment fait une bande de spectrométrie de masse sur l'action du résonateur en milieu refroidi, donc dans un cryostat. Parce que si on dépasse une certaine température, on détruit les composants chimiques, il faut le savoir. Donc on ne pouvait pas laisser le résonateur chauffer dans ce test. On l'a laissé chauffer jusqu'à 60 degrés environ, pour bien pouvoir attraper en spectrométrie tous les composés chimiques. Bon, moi j'avais demandé, Jean-François et moi, on avait demandé une chromatographie en phase gazeuse qui n'a pas été faite. Pourquoi? Elle n'a pas été faite parce que soit il n'était pas en mesure de la faire, soit le résultat de la chromatographie aurait fait apparaître des gaz rares, comme du néon ou du xénon, du fréon. Et là, à ce moment-là, ça prenait une dimension tout autre, c'est-à-dire qu'on arrivait dans la nucléosynthèse. Donc, soit le test était gênant, soit ils n'avaient pas les moyens de le faire, je n'ai pas l'explication. Soit ils l'ont fait, mais ils ne l'ont pas dit. C'est une troisième possibilité. Peu importe, de toute façon, puisque le premier test qu'ils ont fait, en fait, met en évidence la nucléosynthèse. Ils se sont livrés dans ce laboratoire. Oui. Qui est... Pendant la durée des tests, après un silence de 12 jours, nous a proposé un accord de confidentialité sur des années, avec échange de données avec logiciels cryptés. Donc on a trouvé ça très surprenant. Donc on a bien évidemment refusé, et puis de là, on a arrêté de collaborer avec eux. D'accord. Alors, on a parlé de la partie scientifique. Parlons maintenant de la partie médiatique. As-tu des choses à dire sur ce que tu as pu observer depuis 2 ans, Oui. qui s'est passé autour du phénomène effet Luma? Oui, j'ai des choses à dire. J'ai des choses à dire. Dans ce monde, il y a des gens qui travaillent pour la lumière et il y en a qui travaillent pour l'ombre. Il y a des gens qui ont, avec acharnement, défendu tous les intérêts que cet appareil menaçait. Parce que cet appareil, curieusement, menace des intérêts. Il y a un cabinet d'ingénieurs parisien qui nous a écrit, tu m'en es témoin, Pierre, pour nous dire qu'on menaçait des intérêts industriels, animés par notre meilleur ennemi. Notre meilleur ennemi, parce que chaque fois qu'il fait quelque chose, il se tire une balle dans le pied, ce pauvre garçon. Et donc, continue ton idée. Donc, mon idée, c'est que je ne comprends pas aujourd'hui l'obstination de certains détracteurs qui sont quand même des scientifiques, hein, leur hostilité, leur malveillance, parce qu'ils nous ont quand même menacés à plusieurs reprises. On a eu des vœux d'un certain... Lui aussi, le roi de la balle dans le pied. Il participe au test de Nice, il valide un rendement de 116%, hein, et après, il vient me cracher dessus dans rue 89. C'est vraiment une truffe, ce mec. Hein. Je veux dire, c'est comment faire une chose et son contraire, et de ne pas avoir de cohérence dans l'attitude. J'espère qu'il a plus de cohérence dans la science que dans son attitude, en tout cas. Hein, pour son intérêt, parce que sa carrière ne va pas être longue, sinon. Ok. Est-ce que tu as l'impression que depuis 2 ans, il y a une accalmie à ton égard, au niveau médiatique? Oh, pas du tout. On vient encore de faire une vidéo contre moi il y a 3 mois. Hein.
La vidéo sur les publications scientifiques. D'ailleurs, j'ai bien ri. J'ai bien ri parce qu'elle est débile, cette vidéo. On voit la patte des zététistes à tous les étages. Les zététistes du professeur Henri Brock. Le mec pour qui rien n'est possible. Le détracteur financé par l'État à l'université de Nice. Le détracteur financé par l'État pour tout ce qui sort de la matrice. Tu t'écartes 5 mm, tu dis que par exemple, en fait, il est là pour démystifier soi-disant toutes les impostures. Donc bien évidemment, ils m'ont catalogué comme une imposture. Malheureusement, pour cataloguer une imposture, il faut quand même la tester, la prouver, ce qui n'a pas été fait par mes détracteurs. Donc ils n'ont même pas eu les couilles de faire un test. Même pas. Et de le signer, surtout. Parce que moi, ce que j'attends, là où je les attends, c'est le jour où ils vont faire un test et ils vont le signer. S'ils avaient voulu nous tuer, c'est ce qu'il fallait faire au début. Si on avait été des menteurs, ils faisaient un test au CNRS, ils signaient CNRS, voilà, c'est bidon, ça ne marche pas, vous avez 99% de rendement, pas 117. Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Ils ont préféré dépenser de l'argent pour acheter des faux likes sur Facebook. Ils ont préféré dépenser de l'argent pour se payer des articles dans Rue 89 qui sont purement contre-productifs parce qu'il nous a rapporté plus d'amis que d'ennemis cet article, tellement il est mal fait. D'ailleurs, je salue au passage l'incompétence totale du journaliste qui a monté cet article parce qu'il dit tout et son contraire dedans. Et alors, tu as voulu sur la page Facebook Effet Dumas qu'un coup de chapeau, un clin d'œil soit fait au professeur Rossi. Oui. Pourquoi? Parce qu'il livre le même combat que moi. Il le fait peut-être avec plus de vénalité, on va dire, je sais pas. Je sais pas, je pense qu'il veut vraiment lancer son invention et faire des sauts avec, contrairement à nous. Mais il livre le même combat. Il livre le même combat contre une horde de détracteurs alors que son système, il a été prouvé et archi-prouvé. Il a même atteint des 700% de rendement avec son i4. Mais il a quand même des détracteurs. Alors, moi, je lance un appel aux gens de bonne volonté. À un moment, ces détracteurs, il faudra les foutre sur une poutre avec du goudron et des plumes. Parce que le mal qu'ils font à l'humanité aujourd'hui, alors qu'elle est en grand besoin, elle est en grande détresse, l'humanité. Aujourd'hui, les meilleurs d'entre nous, ils se creusent la tête pour essayer de trouver des solutions énergétiques et vous avez des mecs qui les attaquent à longueur de journée. C'est quoi ce monde? C'est quoi ces gens? Alors on a parlé de la partie scientifique, de la partie médiatique, politique, on peut le dire. Abordons maintenant l'aspect économique. Est-ce qu'au niveau de la dimension économique du résonateur, dont on n'a jamais parlé, il y a eu du neuf qui est venu en information pour toi depuis 2 ans? Ah bah oui, de toute façon, à tous les niveaux, il y a eu du neuf. Au niveau économique, certainement. Dans le sens où aujourd'hui, j'enchaîne les contrats d'expertise. Donc il y a des gens qui sont plus éclairés que les autres et qui veulent développer des applications. Il est bien évident que quand on transforme de l'eau en vapeur instantanément, il y a des applications industrielles en pagaille. Il faut arrêter de raconter des conneries, monsieur les détracteurs. Dès qu'on transforme de l'eau en vapeur instantanément, je répète, on a des applications en pagaille. C'est incalculable. Applications de chauffage, de dessalage de l'eau de mer. Le laboratoire israélien, d'ailleurs, nous confirme qu'on est plus rentable que l'osmose inverse, au passage. Nous, on n'a pas besoin de construire une usine à 5 milliards pour dessaler de l'eau de mer. En osmose inverse, on va te construire une usine en Israël ou dans certains pays. L'usine, elle va valoir 1, 2, 3 selon le... Alors eux, ils veulent remplir le Jourdain avec leurs usines. Mais c'est pas si idiot que ça. Sauf que l'usine, elle est très chère. Tandis que nous, on le fait pour 50 €. Avec un petit appareil de merde. À 50 €. Ok, est-ce que... Toi... Bon, on ne fera pas les mêmes volumes avec 50 €, c'est sûr. On va être obligé de passer à 5000. Allez. Est-ce qu'au niveau des contacts qui sont établis autour de toi, tu as eu des propositions concrètes pour travailler sur ton invention et en vivre? Ben, je suis actuellement sous contrat. Je suis actuellement sous contrat avec... J'ai un contrat qui est prévu à la rentrée, en septembre, qui va être à l'étranger. Encore petit clin d'œil aux détracteurs. Quand je serai sur la plage, je leur enverrai une carte postale. Christophe, nous sommes ici dans une crypte presque. Ah. Une crypte des premiers révolutionnaires des temps modernes, qui est une cave, une cave atelier dans lequel se déroulent les fameux ateliers que tu as voulu mettre en œuvre. Ouais. Est-ce que tu peux dire 2 mots sur ce lieu et puis sur ce qui s'y déroule? Ben,
Je vais prendre un exemple en référence. Bon, peut-être que mon exemple ne sera pas bon, mais je le prends pour le clin d'œil. Les premiers chrétiens, bah, ils se réunissaient dans une cave. Hein, pourquoi ils se réunissaient dans une cave? Parce qu'ailleurs, on les emmerdait. Bah, nous, comme on nous emmerde sur Internet, comme on nous emmerde dans nos réunions, bah, ce qu'on fait, on se met dans une cave puis on fait ça entre nous. Voilà. Donc c'est pour ça que ce lieu est teinté de spiritualité, et de travail, et d'outils, et de pas mal de choses. Une spiritualité de la matière. Tu crois Ouais. que l'ouverture des vannes de l'énergie libre pourrait améliorer la condition humaine? Mais dis-toi bien un truc, hein. C'est que toute civilisation, toute forme de vie, quelle qu'elle soit, elle consomme de l'énergie. Elle a un besoin désespéré d'énergie sous forme de nourriture, sous forme d'électricité, sous forme de chaleur, toutes les formes. À partir du moment où on donne une énergie illimitée, ce qui va être le cas avec ce dispositif, si on a la possibilité de le développer ou s'il se développe, il y a un moyen avec ça d'en faire une source d'énergie, de récupérer les excédents produits et de reboucler. Donc à partir de ce moment-là, toute forme de vie a de l'énergie à profusion. Moi, je ne me prends pas pour cash, hein, j'en ai rien à foutre. Si vous voulez enlever mon nom en bas du truc, je m'en fous. Je préfère vivre dans un monde d'abondance que dans celui-ci, où on nous vend de l'électricité de plus en plus chère en nous racontant que les physiciens, c'est des génies, ils ont claqué 24 milliards, mais ils n'arrivent pas à nous pondre la centrale du futur. Avec 24 milliards, je suis sûr que même une chèvre y serait arrivée. Voilà, on a un proto de résonateur ici, tout neuf, tout beau tout neuf, testé avec succès. Ça vaut 50 € à fabriquer. Il y a une sphère et une demi-sphère métallique. La raison de la sphère, eh ben, c'est qu'entre la demi-sphère et la sphère se crée une onde de forme. Quand on fait passer un courant électrique, ben, on a forcément une onde de forme, on a un champ électrique, on a un champ ionisant qui se crée à l'intérieur. Avec l'énergie électrique qu'on envoie, on active le phénomène de cavitation. Et la vapeur, elle part par les trous, là, quand il est positionné comme ça. Voilà. C'est ultra simple, ultra rustique. Ça a presque la forme du condensateur historique en électronique. Ça ressemble à une grenade. C'est une grenade anti-système. En espérant qu'un jour, ça soit mis en évidence au grand public. Voilà. Et ça fait bouillir de l'eau tout de suite.